Comment Napoléon Bonaparte remporte-t-il l'intégralité de ces 2 douzaines d'engagements militaires sans discontinuer et face à des forces systématiquement supérieures en nombre et souvent en matériel entre 1796 et 1812? À moins d'en faire, un peu comme les stratèges chinois, une sorte de figure mystique inspirée par les dieux de la guerre, le mystère peut être aisément éclairci. Et cela avait d'autant plus d'objectivité qu'à la fin, après tant de succès dans les batailles, Napoléon a clairement perdu la guerre. En premier lieu, Napoléon est parvenu à capter à son profit la ferveur révolutionnaire encore vivace entre 1796, donc la brillante première campagne d'Italie, et les campagnes de Bohême et de Prusse de 1805-1806 au moins. Ces mots, adressés aux grognards, aux veillées d'armes, ne portent pas promesse de pillage et de saccage pour le lendemain soir, mais de liberté pour les frères citoyens situés derrière les lignes de front ennemies, de liberté face à la tyrannie. On appréciera que le harangueur est tout de même devenu empereur, donc fossoyeur de la République à laquelle il avait pourtant adhéré, et par conséquent un peu tyran lui-même. En outre, Napoléon Ier, créant un nouveau régime en décembre 1804, ne modifie pas le drapeau ni l'hymne national, et cela afin de conserver ses boosters d'élan et d'ardeur au combat. Enfin, il use et abuse d'une conscription qui lui permet de garnir et reconstituer des centaines de régiments à sa guise, ce à quoi ne procèdent pas les autres États de l'époque. Cette participation à l'effort commun est plus ou moins égalitaire devant le prix du sang, puisque dans la grande armée, il n'y a en principe pas de distinction entre aristocrates et roturiers, représente sans doute un atout considérable au champ d'honneur. Alors voilà pour la dimension morale. En second lieu, tactiquement sur le terrain, Bonaparte innove également beaucoup dans son approche. D'abord, car à l'inverse de la quasi-totalité des autres stratèges dans l'histoire, il préconise l'offensive et non pas la défensive. Pour lui, avoir l'initiative permet non seulement de tenter de prendre par surprise l'adversaire, mais encore ce faisant, elle offre de le bousculer de façon si puissante qu'elle emporte la décision et limite ainsi les aléas et les coups prévisibles d'une longue campagne. Les premières campagnes napoléoniennes d'Italie, en 1796 et 1800, sont à cet égard des cas d'école. À chaque fois, face à des forces autrichiennes numériquement supérieures, le jeune général emporte la décision de façon fulgurante et, dans la foulée, signe des conventions, lui obtenant des gains territoriaux et politiques substantiels, ainsi qu'un gain de popularité, tant chez ses soldats qu'auprès du grand public. Cette posture systématiquement offensive, il déteste par exemple assiéger des villes, se matérialise notamment par des marches forcées sur plusieurs colonnes. Avancer à un rythme très soutenu vers l'adversaire en plusieurs colonnes lui permet de ne pas laisser le loisir à ce dernier de savoir où se portera l'effort principal lors de l'attaque. Autrement dit, laquelle des colonnes se trouvera finalement en pointe. Assez éloignées les unes des autres, ces colonnes d'infanterie et de cavalerie sont tout de même suffisamment proches pour qu'au moment choisi, elles puissent faire jonction en l'espace de quelques heures seulement. Et ce n'est pas tout. Bonaparte attaque toujours le point le plus faible du dispositif ennemi, encore dans cette logique de frappe décisive, le plus vite possible et surtout avec le plus de moyens possible. Pas de dispersion ni de perte de temps, il faut pouvoir subjuguer l'adversaire par la conjugaison de la surprise, de la puissance et du point opportun. Donc, Bonaparte gagne ses batailles. Mais il va perdre la guerre. Alors pourquoi? Eh bien pour 2 raisons au moins. D'une part, car à partir de 1808, il privilégie à la fois un népotisme débridé, en plaçant ses inconséquents frères sur différents trônes d'Europe, et en Espagne en particulier, laquelle va se rebeller efficacement d'ailleurs, et une dimension romantique et personnifiée de son destin. Peut-être, s'il avait lu Sun Tzu, aurait-il évité de sombrer dans un égo diriment et contraire aux intérêts collectifs et rationnels de son propre empire. D'autre part, Napoléon perd la guerre après la calamiteuse retraite de Russie, justement pour n'avoir pas compris qu'en face, on refusait dorénavant de se plier à sa tactique victorieuse. En clair, les maréchaux russes refusent le plus souvent l'engagement frontal, se dérobant face à la grande armée, pratiquant plutôt devant elle la politique de la terre brûlée, puis le harcèlement finalement, et secondé par le terrible général Hiver, cette armée va l'emporter. Oh, l'unique bataille de cette dantesque campagne de Russie sera remportée par Napoléon, près de Moscou, à Borodino, mais elle ne sera pas décisive, c'est-à-dire en réalité perdue quand les lignes de ravitaillement s'étirent aussi dangereusement et que pointe l'hiver russe. Cette menue victoire de Borodino, une victoire tactique, ne pèsera guère devant l'erreur, elle stratégique, ayant consisté à ne pas comprendre que le point critique, que la masse nodale de l'Empire tsariste
n'était pas Moscou, mais l'armée russe. Moscou sera sacrifié, certes, mais l'armée russe demeurera redoutable, mobile, ravitaillée et secondée par une population naturellement acquise à sa cause. Après le désastre russe, les Alliés trahiront, les ennemis se coaliseront durablement, les troupes manqueront, et à la fin sera consommée la guerre. Au fond, triste épilogue, autant que leçon paradoxale majeure, Waterloo sera l'une des seules vraies défaites subies par Bonaparte, encore qu'honorable, mais signera la fin de l'épopée. Non pas sous les coups de génie des chefs adverses, mais à cause de l'affaissement de la conscience de l'intérêt supérieur de l'État d'un côté, de la pensée stratégique de l'autre. Expérience riche d'enseignements pour tout manager qui se respecte.